bonjour à toutes et tous, bonsoir plutôt. Bienvenue à la Maison internationale de Grenoble. Je suis Luis Nieto, responsable de cette belle maison. Et merci beaucoup aux intervenants et intervenantes de ce soir. Et merci Henri, merci Cathy, à toute l'équipe de l'UPEG. Je tenais ce soir à vous souhaiter les félicitations de vous fêter les 20 ans de l'UPEG aussi cette année. C'est une belle coïncidence parce que la Maison internationale fête les 20 ans aussi à l'hôtel de Guerre, donc on a l'anniversaire la même année. Donc ce soir, on a une conférence sur l'élargissement de l'Union européenne, très d'actualité actuellement. Donc je suis sûr qu'on va apprendre beaucoup de choses. Pour nous, la Maison internationale, pour les questions de l'Europe et de la géopolitique, c'est notre noyau qui nous tient à cœur aussi. Et la Maison internationale travaille avec l'équipe Europe pour faire les mois de l'Europe, pour le mois de mai. Donc je vous invite aussi à venir visiter les expositions, être au courant des événements qu'on va organiser tous les mois de mai, en lien avec l'Europe. Donc je ne prends pas plus la parole. Très bonne soirée. Merci beaucoup Henri, merci beaucoup aux intervenants et intervenantes. Et c'est à vous la parole. Merci monsieur le directeur de faire cette ouverture. Merci d'abord aux deux intervenants qui sont là. Ils ont en face d'eux un public remarquable. Il y aura sûrement beaucoup de questions. Cette conférence débat, effectivement, va porter sur le nouvel élargissement potentiel de l'Union européenne. On a une carte qui nous montre un peu les États membres et les États candidats pour entrer dans l'Union européenne. Cette conférence, comme d'habitude, c'est une initiative de l'Université populaire européenne de Grenoble, l'UPEG, et nous sommes en partenariat avec la Maison internationale, bien évidemment, de Grenoble, et Europe Direct, Isère, Savoie. C'est un partenariat qui est très solide et très ancien, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'UPEG, mais là je vais être très bref, bien évidemment, cette université populaire se préoccupe des sujets européens, fonctionne effectivement depuis maintenant 20 ans. On réalise des conférences, effectivement, sur l'actualité européenne, et vous retrouverez sur le site de l'UPEG l'enregistrement de la conférence, bien évidemment, et ceux qui n'ont pas pu venir le retrouveront aussi. Sur le site, vous avez toute une série d'éléments, des notes de lecture, des notes d'actualité, bien sûr, des interviews de personnalités qui sont aussi sur le site. Et nous avons aussi une émission hebdomadaire qui est sur RCF Isère, le quart d'heure européen. Et j'avais justement ce quart d'heure européen avec M. Sébastien Maillard pour qu'il nous explique en quelque sorte sa vision de l'élargissement de l'Europe. C'était lundi et vous pouvez le réécouter, ceux qui n'ont pas pu l'écouter le lundi, le réécouter le samedi sur le site de RCF Isère qui est là. Alors pour cette conférence, nous avons la chance d'avoir deux intervenants extrêmement compétents sur ces sujets. Claudine Varin. Clotilde. Oula, tu commences très mal. Clotilde Varin, qui effectivement est chercheur associé à l'Institut Jacques Delors et qui travaille sur les enjeux de la démocratie chez Jacques Delors, qui a été aussi chargé de mission au Centre d'analyse de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères, on dit ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en travaillant sur les questions d'état de droit, de montée de libéralisme en Europe, sur l'élargissement de l'Union européenne, sur la politique de voisinage, sur les Balkans occidentaux, vraiment sur beaucoup de thèmes. Vous avez aussi enseigné à Sciences Po dans un master sur ces questions. Vous avez été aussi dirigé la revue Confrontation Europe, donc ça fait beaucoup de choses. Et vous êtes intervenu dans d'autres administrations un petit peu plus loin, ministère des Affaires étrangères néerlandaise, aussi sur des questions européennes. Vous êtes intervenu au ministère des Armées, oui, donc beaucoup d'éléments sur votre carrière. Et vous pratiquez tellement de langues, j'espère que vous allez parler en français, et pas forcément en anglais, en espagnol, en russe, ou en italien, mais en français aujourd'hui. Sébastien Maillard est conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors. Il travaille auprès du Centre Grande Europe depuis un certain temps, notamment là aussi sur l'élargissement et sur les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
où vous résidez d'ailleurs en ce moment. Vous résidez à Londres et merci d'être venu de Londres vers nous. C'est très précieux. Vous êtes professeur associé à l'Europe Institute et à London School of Economics, donc c'est vraiment intéressant. Vous avez été aussi journaliste, et vous me l'avez rappelé lors de l'entretien que nous avons eu en radio, journaliste pour La Croix. Vous avez été le correspondant de La Croix à Rome, et par conséquent, vous connaissez aussi le Vatican. Et le Vatican, d'ailleurs, utilise l'euro comme monnaie, hein, c'est parfaitement en Europe. En tous les cas, merci à vous deux. Vous avez aussi des ouvrages, et notamment Faire l'Europe dans un monde de brut. Je crois que c'est un ouvrage qu'on devrait relire à nouveau, parce que faire l'Europe dans un monde de brut, aujourd'hui, le monde de brut, c'est le monde des souverainetés, des empires, et par conséquent, c'est très précieux. Et vous aussi, vous pouvez vous exprimer dans diverses langues, en anglais, en italien, en français, mais là, cette fois-ci, ça sera en français, bien sûr. Alors, moi, je vais être très court, parce que c'est à vous qu'on doit écouter, mais au fond, l'Union européenne, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, continue à attirer de nouveaux États candidats, nouveaux États qui veulent nous rejoindre dans un processus d'intégration européenne. Ces États doivent remplir plusieurs conditions, et vous allez les évoquer, j'imagine. D'une part, pour être reconnus comme État candidat, et ensuite pour être reconnus comme État membre, toute une série de conditions. Alors, la perspective que l'on lit pour toute l'Europe notamment, c'est 2030, ça peut peut-être commencer à ce moment-là, mais c'est vrai que le contexte géopolitique d'aujourd'hui ne facilite pas les choses. Bien sûr, pour certains, c'est un peu plus compliqué que pour d'autres, surtout lorsqu'un État candidat est en guerre avec la Russie. Ce n'est sûrement pas très très simple. Alors j'ai regardé, si on les prend tous, ça fait 10 candidats, même s'il y a 2 dossiers qui sont presque au point mort, définitivement, c'est-à-dire la Turquie d'un côté, la Géorgie de l'autre, parce que les autorités géorgiennes ne sont plus du tout favorables, alors que la précédente présidente, qui était d'ailleurs française aussi, qui fut ambassadrice de France, d'ailleurs en Géorgie, était favorable à rentrer dans l'Union. Au fond, alors il y a quelqu'un qui a écrit sur ces élargissements, c'est Sylvie Goulard. Vous connaissez sûrement cet ouvrage de Sylvie Goulard, qui avait dit « L'Europe enfla si bien qu'elle creva en passant de 27 à 35 ». Je ne partage pas son point de vue, bien évidemment, le point de vue de Sylvie Goulard, mais pour autant, le fonctionnement de l'Union européenne, lorsqu'on dépassera les 30 États, voire même 34 ou 35, ça sera peut-être plus complexe, plus délicat à faire fonctionner. Mais je vous laisse la parole, bien évidemment. D'abord, peut-être vous, madame. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis très heureuse d'être là. Et puis, bien sûr, je vais faire des remarques introductives, mais je suis très heureuse d'avoir un échange interactif avec vous. Est-ce que je peux, parce que ça m'a un peu dire 3 petites choses au regard de ce que vous avez dit et puis de la carte. D'abord, Sylvie Goulard et son ouvrage qui a un titre, il est vrai, tiré de la Fable de La Fontaine et un peu iconoclaste ou provocateur, mais si on la connaît bien, elle a été chargée de mission avec moi au CAPS, donc je l'ai beaucoup côtoyée. Et en fait, je l'ai invitée dans un book club, parce qu'on faisait des book clubs, mais internes au ministère, mais pour toutes nos ambassades, etc. Le propos de son livre, je le dis quand même, contrairement à ce que laisse pressentir le titre, d'abord, elle avait déjà écrit un livre au moment de la Turquie. Donc c'était, et ça c'est vrai qu'elle était complètement opposée à ça. Ce qu'elle dit dans son livre, sa thèse, non je le dis mais parce qu'on ne le lit pas dans le titre, etc., c'est que en fait, elle en crèvera, entre guillemets, l'Union européenne si elle n'a pas fait ses réformes internes, si elle n'est pas préparée pour. Donc c'est pas un livre anti-élargissement. Voilà, je voulais juste dire ça. Deuxième chose, peut-être par rapport à ce que vous avez dit, sur la date. On commence à évoquer ce titre. Oui, mais alors c'est beaucoup, enfin mais ça j'y reviendrai peut-être un peu, c'est les pays qu'on parle, en fait à Bruxelles, etc., même les États membres, on n'aime pas parler de date, mais bon après voilà. Et la troisième chose, alors sur la carte, je me permets... Mais ce pas des questions. Non, mais bon, je réagis parce que, comme ça, sur la carte, comme vous l'avez dit, en effet, la Géorgie s'est suspendue, donc en fait elle devrait... Ouais.
parce que le gouvernement est pro-russe, le rêve géorgien, donc ça marche plus. Moi j'avais envie aussi qu'on change la couleur, possiblement, un petit peu plus tard en tout cas de l'Islande, voilà, mais merci beaucoup. Et puis... le référendum n'a pas eu lieu encore. Non, le référendum est qu'à l'été, et puis après il faudra une confirmation par un autre référendum en 2027. Et voilà. Enfin, donc d'abord... Mais elle est précieuse la carte quand même, parce que ça permet de situer où sont les États. Et toute l'Europe, c'est génial. Enfin, moi je trouve que c'est un site remarquable. Quand même. Tu vas ajouter un truc? Alors le truc c'est que je suis pas sûre que ce sera complètement contradictoire avec notre débat, parce que moi j'aime bien des débats contradictoires, je vais dans beaucoup de pays où il y a beaucoup de... Et j'ai aucun problème avec les débats contradictoires, donc si vous n'êtes pas d'accord, je suis très preneuse de... Oui, voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que moi j'aime bien parler des élargissements à venir. Donc j'aime bien le décliner au pluriel, parce que je pense qu'on est justement rentré dans une nouvelle phase où on n'aura pas, et c'est un petit peu ce que je veux montrer, en tout cas analyser avec vous aujourd'hui notamment. Comme vous l'avez très bien dit, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir le contexte international. Donc moi j'aime bien, ça revient un peu avec le titre de... Mais j'aime bien parler de la brutalisation du monde, et malheureusement en fait, mais on vit dans ce monde-là, et dans ce monde-là, j'allais dire, eh bien, il y a quand même des pays candidats à l'Union européenne, et donc pour un organisme qui n'est ni supranational, ni, et qui est intergouvernemental, qui n'est pas fédéral, enfin, un objet hybride, un peu compliqué, que beaucoup d'opposants ou d'autocrates... Bien identifié, voilà, Jacques Delors. Voilà, exactement, puisqu'on est là tous les deux associés à Jacques Delors. Mais ce que je voulais aussi, dans le monde dans lequel on vit, ce monde brutal, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on parle d'autre chose que d'élargissement et qu'il ne se passe rien sur l'élargissement. Et en fait, parce que la bande passante est utilisée par les crises, la guerre malheureusement, mais énormément de travail est fait sur l'élargissement. Et je voudrais par exemple citer, puisqu'on parlait aussi de... moi aussi j'étais journaliste, j'ai trouvé un très bon article des Échos de Karl de Meyer, qui est un très bon correspondant à Bruxelles, qui disait c'est le sujet dont, très récemment, il y a 2 semaines, c'est le sujet dont on ne parle pas l'élargissement, et en fait on avance beaucoup là-dessus à Bruxelles. Et c'est ça que j'aimerais bien, voilà, qu'on ait conscience de ça. Alors pour deux raisons importantes. D'abord parce que c'est une nécessité géopolitique, et on en parlera, et je serais contente de prendre des contradictions là-dessus. Et puis aussi parce que dans ce monde brutal, on revient sur les questions d'enjeux de démocratie, et c'est aussi une adhérence, en tout cas, un arrimage de ces États à nos principes de démocratie. Alors, en premier plan, très rapidement, je voulais dire 2 choses. C'est en quoi ces élargissements à venir diffèrent du gros élargissement de 2004. D'abord, en 2004, lorsqu'on a eu ces 10 pays qui sont entrés, alors on va dire qu'il y en avait, en fait c'était une vague, ce qu'on appelle la régate en fait, parce que c'était des pays qui sortaient de la glaciation en fait sous l'empire soviétique et qui adhéraient au projet européen, d'abord pour adhérer à la démocratie, et évidemment sur des questions aussi de prospérité et de paix, puisque enfin, c'était suite à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc en fait j'allais dire, et ça c'est important que je le dise, parce que c'est vraiment un point que je trouve important et que je serais heureuse de discuter avec vous, mais en fait à l'époque il y avait un narratif de l'élargissement qui était aisé, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on savait... enfin, c'était identifié pour le coup, et on savait, même s'il y avait également Malte, mais voilà, il y avait ça. Ensuite, donc aujourd'hui, on a des élargissements qui sont en fait des processus parallèles, parce qu'il y a donc les anciens candidats, les nouveaux candidats, et les nouveaux candidats, on peut y revenir, c'est les candidats donc, de 2022 suite à la guerre d'agression russe et la guerre de haute intensité, donc c'est Ukraine, Moldavie et Géorgie un temps. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer, enfin, c'est de voir que ces pays ont obtenu en quelques mois et une dizaine de mois pour la Géorgie le statut de candidat, un processus qui avait attendu pendant très longtemps d'autres pays,
quand je parle des deux pays, c'est évidemment des États des Balkans occidentaux. Donc en fait, moi, ce que j'ai vu et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'était de voir dans tous nos séminaires sur l'élargissement, un petit peu, évidemment, de la part des représentants des États des Balkans occidentaux, une grande fatigue vis-à-vis de l'élargissement. Parce qu'ils avaient l'impression que rien n'avançait et que de toute façon on ne voulait pas d'eux. C'était un peu un mauvais jeu dans la mesure où c'était un jeu où on blâmait l'Union européenne et les États membres sans que parfois ne soit reconnu aussi le manque, le déficit de réforme nationale à l'intérieur des pays candidats. Parce qu'il faut quand même être assez... Mais ce que j'ai trouvé intéressant, parce que c'est pas vrai dans tous les pays, c'est que dans les États des Balkans occidentaux, la plupart des gens comme nous, comme Sébastien et moi, ils ont tous, non mais je le dis presque, hein, c'est vraiment en souriant, mais ils ont tous été ministres de l'Europe, ministres des Affaires étrangères. Donc en fait, ce que je trouve intéressant quand on leur parle, c'est qu'ils sont très, comme on dirait en anglais, policy oriented. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, ils sont pas en train de planer ou en train de parler de l'idée d'Europe. Moi j'adore parler d'identité européenne, l'idée d'Europe, et des fois c'est un peu abstrait, etc. Eux, vraiment, ils ont été dans les négociations, et on comprend qu'ils ont des frustrations. Mais donc là, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, Bruxelles et les États membres, parce que Bruxelles n'est que... la Commission européenne n'est que le bras technique en fait de l'élargissement, etc. Mais Bruxelles a dû aussi réinventer sa façon de procéder à l'élargissement pour le rendre plus tangible et pour aussi faire en sorte qu'il ne soit plus conçu comme un processus qui n'avance pas. Alors de quoi je veux parler, sans être trop ennuyeuse, mais rapidement, c'est un concept que vous lisez, que vous voyez. On a voulu, en fait, changer de méthode. Bon, déjà, la France l'avait fait en 2020 avec la nouvelle méthodologie, mais on a voulu changer de méthode et ne plus être dans un espèce de processus qui était un peu maître-élève et qui était très vertical et qui était mal ressenti par les États candidats. Et donc, sorti, on va dire, ce concept d'intégration graduelle. Une intégration graduelle, et tu en parleras, parce que je ne vais pas en parler longtemps, mais ce concept d'intégration graduelle, c'est très transactionnel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour que des bénéfices, et des bénéfices concrets arrivent rapidement. Je prends des exemples hyper concrets pour ne pas être trop ennuyeuse, mais par exemple, le roaming. Non mais c'est vrai, si on va à Sarajevo, non mais moi ça m'est arrivé, on sort de l'aéroport, au bout de 2 minutes, top, 60 € et... Non mais parce qu'on s'est pas rendu compte, non mais voilà. Donc pour ces gens-là, l'intégration, c'est la mobilité, on peut en parler, on en parlait avec votre collègue d'Europe Directa, mais c'est aussi, enfin, pouvoir communiquer, bon après c'est évidemment les affaires, ouais, il y a beaucoup de choses, mais ça en fait vraiment partie. Alors, vis-à-vis de l'élargissement, alors qu'on invente et qu'on met en place ces concepts d'intégration graduelle, on a quand même des problèmes. Et des problèmes qui sont d'abord liés à l'intérieur de l'Union européenne. Parce que la grande différence aussi, c'est qu'on n'avait pas ces problèmes lors de l'élargissement de 2004 avec une régression démocratique au sein de l'Union européenne. Et ça, j'en parle très rapidement, mais je suis intarissable dessus. Voilà, il faut parler de ce qu'a été la Pologne du PiS ou la Hongrie du Fidesz, qui ont vraiment, au sein des opinions publiques européennes et des États membres, beaucoup joué en la défaveur de l'élargissement. Ensuite, il y a une autre chose aussi, et de la part aussi des libéraux, je trouve, de l'intérieur de l'Union européenne, il y a quelque chose qui est en défaveur des élargissements, c'est le fait que des voix, Viktor Orban en était, mais c'est pas le seul, ont essayé de faire en sorte que l'Union européenne, enfin ont voulu, en tout cas c'est comme ça qu'ils ont été vocaux là-dessus, ils ont voulu que l'Union européenne reste sur la question économique. Bah oui, c'était facile. Ils disaient, nous on veut la prospérité, on veut de l'argent, allez, claque que les fonds arrivent, et puis pour le reste, aidez-vous. J'allais dire, mais je ne le dis pas trop parce que, enfin, c'est pas ce que tu vas dire, c'est pas ça, je pense, mais je veux dire, les Britanniques ont été comme ça. Non, mais moi je me souviens très bien d'une conférence juste après le référendum du Brexit, où Michel Barnier a dit à l'ambassadeur britannique à Paris, vous avez longtemps considéré l'Union européenne comme un supermarché, en fait. Enfin, en fait, comme quelque chose de... Non, mais c'est vrai, et puis elle tient exemple un money back, etc. Donc, il y avait quand même ce côté... et donc ça, en fait, ce n'est pas possible, en fait. En fait, ce n'est pas ce projet-là. En fait, c'est pas juste je vais gagner de l'argent. Moi, je rentre de Bratislava, hier, j'étais à Bratislava. C'est extrêmement intéressant. Par exemple, pour prendre un exemple,
en 2008, pendant la crise financière, c'est une petite anecdote, mais je fais une petite parenthèse, en 2008, le gouvernement slovaque est tombé lors de la crise financière parce qu'en fait, ils n'avaient pas envie de payer pour la Grèce. Non, ils étaient venus, en fait, pas pour payer pour un pays qui n'allait pas bien, etc. Le gouvernement est tombé. Enfin, faut voir l'impact que ça a dans certains pays. Enfin, bref. Et troisième point, là-dessus sur les projets, c'est un projet géopolitique. Et ce qui est très important dans l'élargissement, on demande aux pays candidats d'être alignés à 100% sur notre politique étrangère. Et ça, j'insiste sur ce point, parce qu'on est dans ce monde brutal, et un pays candidat doit être aligné sur notre paquet de sanctions contre la Russie, doit être aligné sur notre position de soutien à l'Ukraine, et c'est quelque chose d'intangible, et qui pose problème dans des pays qui restent, pour certains, pro-russes. Donc, après, très rapidement, oui, je peux pas trop longtemps. Non, mais après, je pourrais dire après. Enfin, bref. Dans la discussion. Oui, je pourrais dire dans la discussion. Et donc, maintenant, ça a changé. Donc, c'est pour ça que je dis élargissement au pluriel. Parce qu'il y a des pays qui sont plus prêts. Avant, on attendait que tout le monde soit prêt. D'accord ? Par exemple, si vous rencontrez des Hongrois, ils vont vous dire c'est incroyable, on était prêts à rejoindre en 2004, il a fallu qu'on attende tous ces espèces de paresseux qui n'étaient pas prêts du tout, etc. Surtout que l'ambassadeur à Paris, c'était un Georges Habsbourg de Lorraine, et donc il avait négocié ça. Vous l'avez reçu à l'UPED. Très bien. Alors c'est un numéro, hein. Oui, Ah, c'est oui, bon. Et alors il était là, oui, alors que moi j'étais enfin bref. Bon. Non, mais il a fait une conférence. Voilà. Oui, Très diplomatique. Puis là, c'est que sinon, pas par ailleurs. Donc maintenant, il y a, peut-être tu vas en parler, non ? Enfin voilà, oui, des pays qui sont ce qu'on appelle en avant-garde, et puis après, on pourra parler des pays en garde. Et donc peut-être, moi, juste en petite conclusion, ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet très présent, qui n'est plus tabou du tout. C'est un sujet qui est en plus revitalisé à la fois par Bruxelles, les États membres. Personne ne se montre frileux et n'ose s'afficher frileux vis-à-vis de l'élargissement, mais aussi de la part d'États candidats qui ont même des idées sur les processus possibles, ou qui ont des demandes sur des procédures accélérées et tout. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et parfois, je trouve vraiment que nous, Européens, on est trop pessimistes, alors qu'on attire, qu'on est... Moi, il y a un philosophe, un politiste que j'adore, bulgare, qui vient à Vienne, qui s'appelle Ivan Krachev, et lui, il dit... non, mais il dit l'Europe reste, si ce n'est plus la destinée, parce que les gens pensent à autre chose, enfin, maintenant avec l'administration Trump, on peut en parler, c'est autre chose, mais ce que je veux dire, on reste une destination. Si vous demandez dans des États européens où les jeunes ou moins jeunes veulent aller, ben c'est dans l'Union européenne, donc on reste... Et voilà, bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon... Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Clotilde, et effectivement je vais enchaîner derrière, parce que c'est presque héroïque de parler d'élargissement en France, au sens où c'est un débat très présent. La carte ici le montre qu'il y a beaucoup de candidats, mais ça reste, et peut-être que votre présence ça montre aussi que ce n'est pas forcément un sujet phare qui fait les unes des journaux, alors qu'il se passe beaucoup de choses. Peut-être pour remettre les choses d'abord en perspective, c'est que l'élargissement, c'est vu comme une construction européenne. La construction européenne, elle a toujours été un processus, par définition, d'élargissement. Ça a commencé à 6 en 1950, et après 9, 10, 15, 25, 27, 28. On est revenu à 27 parce que le Royaume-Uni est sorti, c'est une sorte d'anti-élargissement. On pourra en parler. Et même si aujourd'hui, la question, les Britanniques se reposent la question de leur adhésion. Et c'est frappant, effectivement, lorsqu'on regarde la carte, de voir qu'il n'y a aucun autre ensemble dans le monde qui peut, je dirais, se targuer d'attirer autant. Vous ne connaissez pas beaucoup de pays qui veulent devenir 51e État des États-Unis, même parfois ils craignent de le devenir. Il y avait un envoyé spécial de Trump au Groenland récemment, ou le Canada qui ne veut surtout pas devenir le 51e État des États-Unis, et d'autres pays, justement comme l'Ukraine ou la Moldavie, qui font tout pour s'arracher de l'emprise russe. Donc l'Union européenne attire, et c'est intéressant de creuser ça. D'une part parce que le rêve européen, c'était un rêve d'unité. Les pères fondateurs, Robert Schuman, Jean Monnet, depuis
depuis le début, n'ont pas réservé l'Europe à un noyau de 6 pays, c'était ouvert à tous. Alors, comment ça se passe pour entrer? Parce que c'est un peu un irénisme et non pas un impérialisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le rêve d'unité, aucun pays n'est forcé de rentrer. Aucun pays n'est même sollicité, aucune candidature n'est sollicitée. Là, effectivement, les existants n'est pas encore, peut-être le sera en bleu clair après le 29 août, où il faut un référendum pour savoir si oui ou non ils veulent être candidats. Je dirais l'Union européenne, les 27 n'ont jamais dit, comme dirait Trump au Groenland, il nous faut l'Islande, c'est à nous, il nous la faut, on en a besoin. Non. C'est une expansion non impériale, l'élargissement. Et ça, c'est toute la différence, je dirais, avec justement d'autres formes d'expansion dans le monde. Et c'est aussi ce qui rend cette politique finalement un peu hasardeuse, puisque l'Islande peut-être sera candidate ou ne sera pas, ça dépend d'eux. L'Ukraine, Moldavie, la Géorgie, sitôt qu'ils ont été envahis par, je parle pour l'Ukraine envahie par la Russie, ont tout de suite voulu déposer leur candidature. Et donc, c'est une politique qui dépend avant tout, effectivement, des candidats, et on en a beaucoup, et même de vieux candidats, et peut-être de futurs candidats aussi. Et parce que l'Arménie, par exemple, est un pays aujourd'hui qui s'interroge, est-ce qu'on va être candidat ou pas? Alors, est-ce que tout le monde peut être candidat? Là, la première, il y a une seule condition qui est dans le traité européen, c'est d'être un État européen. Alors, ça veut à la fois tout et rien dire. Puisque, par exemple, dans les années 80, le Maroc dit moi je serais bien candidat. Et les Européens ont dit au Maroc, désolé, mais la condition c'est d'être un pays européen. Là, c'est clair et net. Je dirais, l'Europe n'est pas en Europe. Effectivement, le Canada, je ne pense pas qu'il soit candidat, mais s'il était, ce serait la première condition à remplir qu'il ne pourrait pas remplir. L'Islande, oui, géographiquement, c'est l'Europe. L'Arménie, la question est un peu ouverte, je ne suis pas géographe, mais en fait, pour certains géographes, le Caucase, c'est le début de l'Asie, ou au contraire, c'est l'Europe encore. La Turquie, 5% du territoire en Europe, le reste en Asie. Donc on voit bien que c'est la notion d'État européen peut être plus ou moins quand même élastique, ce n'est pas une seule question géographique. Et puis, une fois qu'on a rempli cette condition, c'est ce que l'État se sent européen. Chypre, par exemple, vous voyez, très très oriental. C'est sans doute l'État le plus oriental qui soit de notre géographie. Donc on a une Europe qui s'étend de l'Islande à Chypre. Première condition. Et après, il y a 3 critères à remplir. Un critère politique, un critère économique et un critère juridique. Le critère politique, c'est d'être une démocratie. Et ça, c'est fondamental, puisque dans le passé, l'Espagne sous Franco ou le Portugal sous Salazar voulaient aussi être candidats, et là ils étaient européens, mais on leur disait ils n'avaient pas une démocratie, enfin on va dire comme ça, mais c'était le fait que c'était une candidature qui ne pouvait pas être acceptée. Pareil pour l'origine du colonel anglaise. Et pareil, effectivement, pour les pays d'Europe centrale et orientale qui, pendant toute la dictature soviétique, ne pouvaient pas être candidats quand même ils l'auraient voulu. Donc, premier critère, c'était une démocratie. Après, effectivement, il faut le respect. Deuxième critère économique, c'est d'être une économie de marché. Et parce que lorsqu'un État rejoint l'Union européenne, il rentre dans le marché européen et donc il faut que son économie soit prête à affronter ce jeu de la concurrence européenne et ne soit pas une économie complètement aux mains des oligarques ou aux mains de l'État. Et donc pour un pays comme l'Albanie par exemple, l'Albanie candidate, c'est un pays qui revient de très loin, c'est un pays où il n'y avait pas de propriété privée, puisque tout était aux mains de l'État. Donc il fallait créer un cadastre, il faut tout recommencer à zéro. Donc cette économie de marché, ce deuxième critère, pour certains pays, c'est un long chemin. Pour l'Islande, qui est candidate, effectivement, c'est une démocratie, il n'y a pas de photo, c'est une économie, il n'y a pas de photo, donc ça peut aller très vite. Pour d'autres pays, c'est monter en puissance longue, pour leur bien et pour notre bien, puisque si on ouvrait tout de suite, certains disent mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas rentrer tout de suite? Ben oui, parce que si vous voulez demain que les produits albanais soient sur le marché européen, on va être sûr qu'ils soient à nos normes. Et ça, c'est le troisième critère, c'est le critère juridique. C'est que pour rejoindre l'Union européenne, c'est un peu comme si vous rentrez dans un club, on vous dit voilà le règlement intérieur,
il faut respecter tout ça. C'est à prendre ou à laisser, en tout cas, c'est tout ça. Et donc ça veut dire des milliers de textes à reprendre, parce que d'ailleurs, plus on rentre tard, plus il y a de textes, et donc plus la vie communautaire est important à intégrer. Et lorsque je suis allé en Monténégro ou en Albanie, j'ai vu effectivement des fonctionnaires de ces gouvernements qui ont parfois des. Monténégro, c'est un petit pays, hein, 600 habitants. Donc, pour eux, avaler tout ce corpus juridique, c'est une montagne énorme. Et il ne faut pas seulement le faire des copier-coller, il faut vraiment se l'approprier. Donc, c'est un travail titanesque, un effort et pour lequel ils ont un soutien, mais on ne se rend pas compte que, vous avez vu d'ici, effectivement, ça passe sur les radars, mais là-bas, c'est le gros sujet. C'est le sujet existentiel du pays, puisque donc, il y a ces 3 critères, économique, politique, économique et juridique, mais, et ça rejoint peut-être la question que vous aviez à la fin de votre introduction, on en a rajouté, nous, un 4e d'une française, que c'est fait en 2006, après le gros élargissement de 2004, qu'on appelle le Big Bang, où on est passé d'un coup de 15 à 25 et même 27 avec la Bulgarie et la Roumanie, en disant peut-être rajouter un critère qui est notre capacité d'absorption. Est-ce qu'on est, certes, on peut avoir tous ces candidats-là, mais est-ce qu'on est prêt à, je dirais, alors j'aime pas du tout ce terme d'absorption parce qu'il ne s'agit pas d'absorber des pays, au contraire, eux veulent exister à travers l'Union européenne, c'est peut-être une expression un peu malheureuse, mais en gros ça veut dire, puisque nous, on est prêt à effectivement passer d'une Europe de 27 à peut-être 30 plus, 35 autres. Et comment est-ce qu'on est prêt à fonctionner? On pourra y répondre là-dessus. Mais Clotilde a raison de souligner le caractère un peu inédit de l'actuel élargissement en cours qui est lié à la situation géopolitique et à cette localisation du monde qui fait que des pays, même l'Islande, effectivement, ne se sont pas tout à fait sûrs d'être tout seuls, et même le Royaume-Uni aujourd'hui se dit finalement être sorti de ce club, alors que l'OTAN, c'est pas très bien ce que ça va devenir, et que notre relation n'est pas si spéciale que ça avec l'administration de Washington. Finalement, effectivement, on revient pour des questions aussi de sécurité, mais à travers tous les élargissements, depuis le début des années 70 jusqu'à nos jours, je voudrais quand même relever quelques faits marquants qui traversent en fait ces négociations. D'une part, et Clotilde l'a relevé, il y a ce rapport un peu de maître à élève, puisque on essaye effectivement de le dépasser, mais lorsqu'un pays se porte candidat, et c'est un peu comme l'entretien d'embauche, alors on regarde c'est Dirama, le Premier ministre albanais, qui disait c'est un peu comme si on avait 27 médecins, donc les 27 États membres, qui vous diagnostiquent, et on passe tout au peigne fin. Il y a des centaines de critères à passer en revue pour voir si vous n'avez pas de maladie, si vous êtes en bonne santé, si tout fonctionne bien, pour voir, et si le diagnostic concorde aussi. Donc, ça c'est une première chose. Et vu des pays candidats, d'être chaque année, il y a un rapport de la Commission qui fait état de ça, qui fait le rapport, qui montre comment le pays se tient. Donc, il faut toujours montrer que l'élève est prêt à avoir son permis, est prêt à rentrer. Donc, ça crée un peu un jeu de pays candidats qui essayent d'être bon élève pour être reçu par les maîtres que nous sommes. Donc, c'est cette asymétrie dans la négociation. Après, deuxième chose aussi que je voudrais relever, c'est que c'est à la fois un jeu qui peut devenir très bureaucratique. Il y a des centaines de critères, de référents, de mesures, on regarde le traitement des eaux usées, le cadastre, on disait, la façon dont la presse c'est très précieux de voir comment les pays vont passer au peigne fin. Donc il y a presque une volonté de rendre ça presque une mesure scientifique de la chose, et en même temps c'est très politique. Processus, finalement, le pays rentre quand les politiques sont prêts à y aller. Premier exemple, De Gaulle qui donne son veto au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, c'est beaucoup de critères, mais il y avait le veto politique solennel, franc, répété 2 fois, en 63 et en 67, en conférence de presse de l'Élysée, du général De Gaulle disant non, on ne veut pas du Royaume-Uni, choix de 3 des États-Unis, donc raison politique. Ensuite, Giscard d'Estaing. Affinité politique avec la Grèce, avec le président grec. Donc là, la Grèce, oui, peut rentrer. Ensuite, ce Mitterrand, affinité politique avec Felipe González et Mario Suarez. Donc là, oui, ils peuvent rentrer. Alors que sur Giscard,
Non. Non. Donc, vous voyez, l'affinité politique compte presque autant que les remplis des critères. Clotilde évoquait Viktor Orban. Viktor Orban, effectivement, si peut-être l'élargissement n'intéressait pas, sauf pour un pays, la Serbie, parce qu'il voulait que son ami politique, président serbe Vučić, rentre. Vous voyez, il y a des jeux d'affinité politique qui se jouent avec le processus neutre, scientifique de mesure. Et puis, troisième aussi aspect important peut-être à voir à travers ces élargissements, quels qu'ils soient, c'est un jeu de ce qu'on appelle la bilatéralisation, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on veut rentrer dans l'Union européenne, il faut convaincre tous les pays, les 27, mais surtout vos voisins. Parce que souvent, c'est votre voisin qui ne veut pas que vous rentriez, c'est-à-dire qui vous pose des problèmes. Je vais citer l'exemple du Royaume-Uni et de la France. La France a mis son veto au Royaume-Uni. Et il a fallu que Pompidou fasse un référendum pour lever le veto. En ce moment, par exemple, la Monténégro, la Croatie voisine de Monténégro lui fait quelques misères pour rentrer. Longtemps aussi la Grèce avec l'Albanie lui fait des problèmes. Quand c'est la Croatie qui voulait rentrer, c'était la Slovénie. Ils disaient mais notre frontière maritime, là ça ne va pas du tout. Donc il faut toujours en fait, se réconcilier avec son voisin et arriver à surmonter. Aujourd'hui, par exemple, la Hongrie, avec son nouveau Premier ministre, certes sans doute plus favorable pour sans doute lever son veto à l'entrée de l'Ukraine, mais il regarde est-ce que les minorités hongroises en Ukraine sont bien traitées. Et donc il faut à chaque fois, actuellement c'est par exemple la Bulgarie qui met son veto à la Macédoine du Nord parce qu'elle trouve que la langue bulgare n'est pas assez, les Bulgares du pays ne sont pas assez bien respectés. Donc je pourrais multiplier les exemples, mais il y a ce phénomène de voisin qui en fait ne veut pas jouer. Alors effectivement, les pays, la Suède ou la Finlande ou autres ne rentrent pas dans ce genre de guéguerre locale propre à la région, mais il faut quand même avoir ce phénomène de voisinage à l'esprit. Ça va dans les deux sens, parce que soit votre voisin vous pose des problèmes, soit inversement il vous câline. Par exemple, il y a des pays qui ont, chaque pays a parfois son chouchou, son parrain. L'Italie est très favorable à ce que l'Albanie rentre. L'Autriche est très favorable à ce que la Bosnie-Herzégovine rentre. Il y a ce jeu aussi d'affinité aussi dans l'autre sens. Et puis, pour terminer, il y a un phénomène effectivement propre que l'on voit aussi dans ces élargissements, c'est que il y a des petits et des grands pays. Quand je dis ça, c'est pas du tout un jugement, mais c'est une question de population, de taille. Le Monténégro qui veut rentrer, c'est son habitant. C'est pas la même question que l'Ukraine qui veut rentrer à 40 millions, sans même parler de la Turquie. Donc, si on regarde l'histoire de l'élargissement, les questions qui posent vraiment le plus de problèmes, c'était soit le Royaume-Uni, soit la Turquie, soit l'Ukraine. En fait, c'est une question de grand pays, parce que là, ça va bouleverser le rapport de force. Inversement, un pays comme le Monténégro joue beaucoup sur sa petitesse, pour dire, mais nous, faites-nous rentrer, on est tellement petit que vous n'allez même pas vous rendre compte qu'on est chez vous. 600 000, ça va rien vous coûter, on sera discret, enfin je force le trait, mais vraiment, small is beautiful, et donc on peut rentrer, parce que, et c'est aussi nous ce qu'on dit, finalement, allez, le Monténégro, pour l'exemple, ce sera bien, ça ne va pas effectivement faire descendre les agriculteurs dans la rue, alors que l'Ukraine, attention. Donc, il y a ce jeu entre petits et grands pays qui, je pense, est fondamental aussi dans l'élargissement, et aussi dans la capacité d'absorption. Absorber, entre guillemets, mais excusez-moi du terme, c'est du grand emploi. La Slovénie ou Malte, ça n'a pas été la même chose que la Pologne ou que des pays grands ou qui effectivement ont une certaine idée de leur grandeur. Et puis, enfin, la dernière chose importante, c'est la durée de ces processus. C'est que, Clotilde parlait des anciens candidats et des nouveaux candidats, parce qu'il y a des pays qui sont candidats depuis très 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 longtemps. La Turquie, c'est depuis l'exemple des sentiments, c'est même une impasse, et je pense que peut-être c'est un gel, et je pense que ça restera comme ça pendant très longtemps. Mais il y a des pays qui, comme l'Islande, je disais, qui s'ils deviennent candidats, peuvent rentrer très très vite, et d'autres,
quand j'étais effectivement journaliste, j'étais au sommet de Thessalonique en 2003, et en 2003, à Thessalonique, on a promis aux Balkans vous rentrerez dans l'Union européenne. Donc on est en 2026, donc la Croatie est rentrée, mais c'est le dernier qui est rentré en 2013, depuis il y en a eu d'autres, donc ils commencent à trouver ça un peu long. Et c'est ça la difficulté, c'est que le processus, si on le précipite, si on le fait à toute vitesse, on peut avoir l'impression que c'est du vite fait, mal fait, et que le pays n'est pas du tout prêt, et que effectivement ça va peut-être plutôt lui nuire et nous nuire. Mais si ça s'éternise, si on fait traîner les choses, parce qu'effectivement, quand je parlais des critères, on n'est jamais parfait. Hein, si vous voulez avoir 20 sur 20 tout le temps, on peut toujours trouver des ménages, c'est pas encore bien fait. On peut toujours trouver le prétexte, la France, on peut le faire, pour faire durer le plaisir de la candidature. Et donc, à la fin, elle perd de sa crédibilité. Parce que le pays lui-même n'y croit plus beaucoup. Disant, bon, et la population elle-même dit, mais ça fait maintenant 20 ans qu'on nous dit qu'on va rentrer dans l'Union européenne, il ne se passe toujours rien. Et la crédibilité du processus, c'est essentiel. Parce que si le candidat y croit, il fait des efforts pour le faire. S'il se dit, mais de toute façon, on ne voudra pas de moi, ça ne marchera pas, donc je fais semblant de me préparer, mais en fait, on ne prépare pas, c'est typiquement la Serbie, pour dire. D'autres qui disent, on fait semblant de vouloir vous venir, mais en fait, ça ne sera peut-être jamais, et on fait traîner les choses. Et ça, c'est même important, pas seulement pour les populations et les acteurs, mais même pour les investisseurs privés. Puisque ce qui donne aussi, pourquoi les pays sont candidats, c'est aussi parce que quand vous êtes candidat à rentrer dans l'Union européenne, vous attirez des investisseurs étrangers privés. Puisque vous donnez à votre pays une perspective d'adhésion qui les rassure, qui leur donne sécurité juridique. On dit, ah oui, on peut investir en Ukraine. Pour l'Ukraine, c'est clé, donc, sa reconstruction, de montrer aux investisseurs qui iront là que ce pays va effectivement être dans l'Union européenne. Si on fait un investissement massif dans le pays et qu'on dit, mais en fait, ce pays, ça va complètement dérailler et partir ailleurs, on n'investit pas. Donc, la crédibilité du processus est essentielle à tous les niveaux, pas seulement pour l'opinion publique, mais pour les investisseurs étrangers. Et je crois que c'est vraiment essentiel de à la fois le faire bien dans les temps, mais ne pas non plus s'éterniser. Et ça, c'est inversement Royaume-Uni, ce que maintenant on appelle l'éternel Brexit, c'est que effectivement, quand vous sortez, eh bien, la question de votre rapport à l'Europe, c'est une question éternelle et qui peut tout le temps se reposer, même quand vous êtes sorti. Merci beaucoup. Alors, il y a sûrement tout de suite des questions. Une première question. Monsieur, allez. Alors, moi j'ai une question, vous ne m'en voudrez pas d'un peu eu égard à tout ce que vous venez de dire, un peu terre à terre, mais ça fait longtemps que je me la pose, donc j'en profite. Dans le processus d'intégration, sur la partie juridique, lorsqu'il faut que les États candidats adhèrent à l'ensemble des textes de l'Union, est-ce que vous pouvez nous dire, pas simplement, mais matériellement, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que c'est énorme, c'est énorme. Je sais pas, mais il y a tellement de choses, il y a le problème de langue, il y a de tout. Alors, je vais répondre. En fait, quand un pays veut adhérer, effectivement, on lui donne, voilà, tout ça à avaler. Attendez, je peux vous dire concrètement. En fait, il y a un traité d'adhésion qui doit être fait pour que le pays adhère à l'Union européenne. Et dans ce traité d'adhésion, il est divisé en chapitres, 33 chapitres. Et des chapitres agricoles, chapitres environnementaux, chapitres des libertés fondamentales, transport, politique étrangère, tout ce qui fait une politique d'un pays. Et donc, dans chacun de ces chapitres, il faut voir quel est le droit européen qui s'applique pour le reprendre. Et donc, ça veut dire voir comment, par rapport à leur droit existant à eux, comment est-ce qu'ils vont l'ajuster. Est-ce que, typiquement actuellement en Albanie, on regarde si les normes sanitaires et phytosanitaires de leur alimentation est conforme aux nôtres. Est-ce que le jour où ils sont dans l'Union européenne, leur produit agricole, et c'est un pays très agricole, l'Albanie c'est à peu près un tiers du PIB et de l'agriculture. Donc, est-ce que leurs produits, est-ce que si demain sur le marché vous voyez des fruits qui viennent d'Albanie, vous dites c'est bon, c'est aux normes, je respecte, je peux les manger, ou d'où ça vient. Et est-ce qu'eux-mêmes sont capables d'être à ces normes-là? Donc, il s'agit c'est le Parlement de ces pays qui doit transposer, reprendre et adopter ces normes.
effectivement, au sens là, c'est pas une négociation, parce que faut reprendre tout ça. Mais là où il y a une part de négociation, c'est que lorsque le sujet, effectivement, lorsqu'on parle de très loin, qu'il y a un écart assez conséquent entre l'état de la situation et le niveau européen, et on va dire que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, le pays négocie ce qu'on appelle une période de transition pour que même quand il est rentré, en fait, il n'est pas tout de suite soumis au droit européen sur certains sujets. Alors, pas qu'il y ait des périodes de transition surtout, parce que sinon il n'est pas prêt pour rentrer, mais par exemple, évidemment pour l'Albanie, ils s'attendent déjà, et même ils vont négocier que le chapitre environnement soit aisé des périodes de transition pour se donner un peu plus le temps d'être au nord, parce que effectivement ce sera pas le cas. Et puis nous aussi, côté le club des 27, on négocie parfois des périodes de transition, parce que souvenez-vous par exemple de l'histoire du tombé polonais, c'était un peu le mythe on va élargir à l'est, donc il y a un terme de tombé polonais qui vont venir prendre le travail. Pour prévenir cela, il y a beaucoup de pays, la plupart d'ailleurs, ont négocié que la liberté de mouvement des travailleurs de ces pays ne soit pas immédiatement acquise avec leur entrée de l'Union européenne. Il y a eu plusieurs périodes à le faire. Les deux seuls pays qui l'ont pas fait, c'est le Royaume-Uni et la Suède, avec parfois des conséquences que ça a eu. Et peut-être pour compléter, et très concrètement encore une fois, il y a vraiment et notamment pour les petits pays, je pense au Monténégro, à la Moldavie, mais pas seulement, il y a vraiment on se rend compte qu'il y a un problème de ce qu'on appelle comme ça de capacité administrative. Ce qu'il a très bien dit Sébastien, c'est-à-dire que ils ont des petits ministères, si vous allez à Chisinau, les bureaux Europe, c'est 3-4 personnes. Moi j'étais là, après on rencontre la conseillère, dans le café en face. Non mais c'est vraiment, c'est des petits pays, une petite administration, avec beaucoup de gens d'ailleurs de la diaspora qui reviennent pour aider leur pays, mais c'est compliqué. Mais un truc très bien, je veux dire, et c'est pas que nous, la France, mais c'est d'autres États membres. Comment on aide ces pays pour justement qu'ils soient en capacité d'eux? On envoie des experts internationaux de nos pays, Union européenne, et qui sont intégrés dans leur ministère. Alors après, je prends une petite anecdote un peu drôle, mais bon, parce que parfois, c'est vrai que c'est un petit peu traumatisant, c'est si compliqué certaines situations. Par exemple, la dernière fois où j'étais à Sarajevo, on a un expert français extrêmement bon, quelqu'un d'extraordinaire. Quand il est dans le département intégration à l'Union européenne de Sarajevo, il a une chef d'unité qui est donc bosnienne, mais bosniaque on va dire, et puis après il y a quelqu'un qui est bosnien, mais de la communauté serbe et tout, et les gens détricotent entre eux, et même chose côté croate, les gens détricotent entre eux le travail qui peut être fait, etc. Donc il y a aussi cette dimension entre guillemets ethnique, j'aime pas le dire comme ça, mais est quand même aussi très compliquée. Donc on fait beaucoup de choses. Pour des pays, ça va être très compliqué. Et ce que disait aussi Sébastien sur la bilatéralisation, il a pris les exemples entre États membres et États candidats. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi énormément de problèmes entre pays candidats. Évidemment, Serbie-Kosovo. Mais donc ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Et puis, c'est vrai qu'on a donné, le dernier pays à qui on l'a donné, le statut de candidat, c'est la Bosnie-Herzégovine. Il n'empêche qu'aujourd'hui, tel que c'est, puisqu'ils sont encore sous Dayton, ils n'ont pas une constitution qui leur permettrait de rentrer dans l'Union européenne, parce que nous, on n'accepte pas des pays qui ont des votes ethniques. Donc ça doit être changé, c'est compliqué. Et sur l'aspect linguistique, effectivement, il y a toute une série de nouvelles langues officielles qui vont arriver. Oui, c'est partie effectivement après, une fois que le pays est État membre, et qu'il a une langue propre, alors pour la Moldavie, le Roumanie, le roumain, ça va, le roumain est déjà employé, pour Monténégro, c'est le serbe, mais là ça fera des nouvelles langues, comme le croate, il y a eu. Et donc oui, c'est fait partie, je dirais, de la diversité qu'on s'entraîne cela, mais ça fait partie aussi d'une reconnaissance de la valeur propre du pays. Oui. Moi, je suis mal à l'aise avec votre sujet, parce que moi je trouve l'Europe justement menacée. Il y a des pays qui ne garantent plus la démocratie, avec des partis comme Orban, bon maintenant il est, voilà, mais la démocratie, elle est vraiment, il y a
corruption dans beaucoup de pays. Est-ce qu'ils remplissent vraiment toutes les conditions? Et une fois à l'Union européenne, comment se débarrasser de ces pays si ce sont des démocrates? Hein? Rien, ça ne va pas être possible. Et moi, j'entends beaucoup, je lis beaucoup les journaux, je suis très pessimiste, parce que quand je lis, non, moi ça me fait peur, hein, les partis d'extrême droite, par exemple, qui sont tous contre l'Europe. Les partis d'extrême droite au sein de l'Union européenne, vous voulez dire, madame? Ah oui. Ok, parce que j'ai une réponse. Oui, mais c'est spécialiste. Et parler de l'élargissement auprès de ces gens-là, si vous gagnez des élections dans certains pays, la France est menacée, l'Allemagne est menacée, enfin, je veux dire, c'est pas seulement la Hongrie. La Hongrie, on verra comment ça se passe. Hein. Alors, effectivement, je comprends votre préoccupation, et c'est pour ça que j'ai insisté sur le critère démocratique, qui doit être premier. Effectivement, on ne peut pas avoir des garanties à vie que le pays sera démocratique vitam aeternam. N'empêche qu'on a effectivement eu quelques leçons du passé. C'est qu'après l'épisode quand la Roumanie et la Bulgarie sont rentrés, certains pays sont rentrés peut-être un peu vite. Peut-être que la corruption n'était pas complètement terminée, parce que c'est quelque chose de très lourd et très profond et très endémique à enrayer. Ce qui est intéressant, c'est de voir que justement la perspective d'élargissement, la perspective quand elle est crédible, c'est de rentrer, aide à assainir, si je peux employer ce terme-là, le fonctionnement du pays. Et pourquoi tant de populations dans ces pays veulent rentrer, c'est qu'ils se disent que c'est la meilleure garantie de sécurité démocratique du pays. D'ailleurs, Maya Sandu, la présidente Moldave, l'a dit récemment dans un moment de cette semaine, elle dit pour nous, c'est une question de survie démocratique de notre État, de rentrer. Mais, effectivement, lorsque le verre est dans le fruit et que les régimes changent et que Orban a été élu le plus démocratiquement du monde la première fois, on voudrait mettre dans les prochains traités d'adhésion des clauses de sauvegarde qui puissent permettre d'anticiper cela, en tout cas peut-être, je vais voir comment c'est fait parce que c'est encore en train d'élaboration, est-ce que les droits de vote peuvent être facilement gelés ou autres pour que le pays ou que ces fonds soient coupés, parce que c'est quand même ce qu'on a réussi à faire avec la Hongrie finalement, et ce qu'essaie de récupérer aujourd'hui le nouveau Premier ministre, c'est qu'il y a un manque à gagner. Alors c'est effectivement le jeu de bâton à la carotte, mais je n'ai pas de réponse évidente à votre question fondamentale, puisque l'Union européenne finalement repose sur une coopération loyale entre États membres et sur la confiance qu'on peut se faire l'un dans l'autre. Effectivement, il n'y a pas de processus pour sortir un pays. Et quelque part, heureusement, parce que ce serait très violent si on le faisait. On peut sortir de son propre gré, c'est ce qu'a fait le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a fait un référendum il y a bientôt 10 ans. Et ce qu'ils ont fait est parfaitement légal, parfaitement démocratique. Enfin, parfaitement. En tout cas, ils ont fait un référendum, une majorité qui a dit qu'on veut sortir. Ils sont sortis, ils ont déclenché l'article 50 qui fait que prévoit il y a eu un traité pour sortir. C'est contraire d'un traité d'adhésion. Et ça a été fait avec ce que là vous avez dit Michel Barnier, de façon ordonnée pour que ça se fasse. Et ça, c'est quand le pays veut sortir. Encore une fois, j'ai beaucoup insisté sur la notion du consentement parce que pour rentrer dans l'Union européenne, le pays candidat, nous on sollicite personne, mais lorsqu'un pays frappe à votre porte, c'est normal de considérer sa candidature et de le voir. En l'occurrence, là on a cité les candidats, je dirais presque que le Kosovo n'est même pas candidat. Au sens où le Kosovo n'est pas candidat parce que le Kosovo n'est pas reconnu même par l'ensemble des États membres. L'Espagne, la Slovaquie, le reste ne reconnaissent pas le Kosovo. Donc je veux dire par là que effectivement, l'état démocratique de ces pays est plus ou moins avancé. C'est citer la question de la Bosnie-Herzégovine. Au sein des candidats, il y a des candidatures qui sont très avancées, comme le Monténégro, l'Albanie, surtout encore plus le Monténégro. D'autres qui sont au contraire n'avancent pas du tout et même reculent. La Serbie recule, la Turquie recule, la Bosnie-Herzégovine n'arrive même pas à se mettre d'accord pour nommer entre eux un négociateur en chef pour ça. Donc effectivement, il n'y aura pas d'entrée de tous ces pays à la fois, ça c'est clair, parce qu'ils sont à des niveaux de préparation et sur le plan aussi démocratique très très différents.
Je voulais répondre, madame, à d'abord le premier point que vous avez soulevé sur votre inquiétude vis-à-vis des partis d'extrême droite qui sont contre l'Union européenne. Alors, oui, ils le sont, j'allais dire vocalement, mais il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que vous verrez qu'au sein de l'Union européenne, ils ne sont plus en train de dire qu'on va sortir de l'Union européenne. Je ne parle pas seulement du Front National et du Rassemblement National, je parle de l'ensemble des partis d'extrême droite, parce qu'ils se sont bien rendus compte, en raison du Brexit, que c'était dur d'être dehors, en fait. Donc, en fait, entre guillemets, c'est pire, si je puis vous répondre, ça ne va pas vous rendre plus optimiste, parce qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est changer de l'intérieur l'Union européenne. Et comme on a en plus des anciens alliés, comme les États-Unis, qui eux aussi ont un programme contre l'Union européenne et en faveur de l'Europe des nations, eh bien, c'est vrai que c'est problématique. Donc ces gens veulent rester dans l'Union européenne, même s'il y a des gouvernements d'extrême droite. C'est intéressant pour les fonds structurels, pour les fonds de cohésion, pour la carte de membre, puisqu'on parle de club. C'est vrai, tous les autocrates, tous les libéraux européens sont très heureux d'être et membres de l'Union européenne et membres de l'OTAN. Enfin, c'est quelque chose qui leur offre une stature internationale et c'est pas quelque chose qu'ils vont refuser. Donc, on est à un autre stade aujourd'hui du discours anti-européen. C'est « je vais changer l'Union européenne de l'intérieur ». Moi, je trouve ça encore plus dangereux, personnellement. Et d'autant plus que là, je pense que Peter Maillard, le nouveau Premier ministre hongrois, va y mettre fin, mais ils ont des... Mais vous ne pouvez pas imaginer, ils ont des dizaines de millions d'euros pour déverser leur narratif contre l'Union européenne. Un exemple, juste pour ne pas parler comme ça très tôt. La Commission européenne met en place ce qu'on appelle the Democratic Shield. Donc c'est le bouclier démocratique pour justement régler l'histoire d'ingérence et tout. Que fait tout de suite le Matthias Corvinus Collegium, qui est aux mains des Hongrois et qui a pourquoi ils ont des dizaines de millions d'euros? Parce qu'en fait, ils ont réussi à asseoir... C'est pas du détournement, parce qu'en fait, c'est un État mafieux. Enfin, oui, c'est du détournement, mais un État mafieux, il organise tout, il est très bien organisé. Ils ont fait en sorte que les deux principales entreprises, MOL, une entreprise d'énergie, d'hydrocarbures, et Gedeon Richter, qui est dans la chimie, reversent les bénéfices, 10% de leurs bénéfices, et c'est des sommes énormes, à ces fondations qui déversent ce narratif d'extrême droite, on va dire, voilà, pour le dire rapidement. Donc en fait, ils ont, et ben hop, donc la commission fait lance ce centre justement de défense démocratique. Mais en fait, non, parce que là je ne trouve pas le nom, ça m'énerve, mais ils ont aussi mis en place un centre, je l'ai là, mais de démocratie et tout, et bien tout de suite, le Matthias Corvinus Collegium, qui est basé à Bruxelles, lance son observatoire des ingérences démocratiques. Et évidemment, le narratif est entièrement contre. Les ingérences démocratiques, c'est l'état de droit dont parle l'Union européenne. Enfin, on est dans de l'inversion accusatoire, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qu'on dit est complètement inversé. Donc oui, ça c'est dangereux. Mais la question aussi, parce que Sébastien l'a bien dit, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps, mais ce qui est intéressant dans cette histoire de futurs élargissements, donc on en a connu 7, donc là on va dire qu'il y en aura d'autres, c'est aussi la question évidemment, énorme, des réformes internes. Et aujourd'hui, on est sorti d'une période de naïveté où, en effet, je ne suis pas en train de dire qu'il faut sortir les gens qui remplissent plus parce que c'est évidemment violent, mais en tout cas, il faut réfléchir à des sanctions, et notamment sur ce qu'a cité Sébastien, que je pense extrêmement... La coopération loyale, une fois qu'elle est dévoyée, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on utilise? Et en fait, je vais vous dire quelque chose, comme tout est politique dans l'Union européenne, en fait, on les a, ces mécanismes, mais parfois, on ne veut pas les utiliser. Parce que, par exemple, on les a nommés, labellés, en quelque sorte, comme l'article 7, on l'a labellé comme la bombe atomique. Ben oui, alors vous dites c'est la bombe atomique, ben personne n'a envie de lancer la bombe atomique, hein. Enfin, c'est un saut. Expliquez ce qu'est l'article 7, parce que c'est pas sûr que ce soit connu. Oui, l'article 7, c'est une procédure lorsque oui, lorsque on met, enfin, mais c'est ça qui est très compliqué, enfin, je vais dire aussi, mais en fait, c'est lorsque un État membre ne respecte plus les règles d'État de droit
et que du coup, on ne lui donne plus la garantie d'être État membre à part entière et on suspend ses droits de vote. Mais il faut que ce soit une décision qui est prise à l'unanimité des autres États membres, et ils ont toujours des amis, on va dire. Peut-être pour finir sur une note positive, c'est que dans le processus de transformation des candidats, il y a quand même des choses remarquables qui sont faites pour lutter contre la corruption et pour réformer la justice. Quand j'étais au Monténégro, c'était impressionnant de voir le travail énorme qui a été accompli pour, entre guillemets, nettoyer le système de la justice qui était effectivement complètement corrompu, qui laissait impuni. C'est un pays qui a été dans un contour de cigarette à échelle importante, et donc c'était important que tout ça ne soit pas impuni. C'est compliqué parce que pour un petit pays comme ça, lorsque 60% des juges sont envoyés, il faut en trouver d'autres pour faire le travail, il faut en former, mais c'est un travail de fond qui est fait dans le l'élargissement. Donc je dirais qu'il y a des gros progrès qui sont accomplis, c'est loin d'être parfait, et encore une fois, vous savez, il faut aussi savoir les passeports. C'est-à-dire que parfois on exige envers les pays candidats des choses que nous-mêmes on ne respecte pas toujours. C'est un peu, si je puis dire, si je parlais avec quelqu'un qui passe son permis de conduire, alors il va être parfait pour un vrai conducteur, et puis celui qui a son permis depuis très longtemps, il passe toujours depuis longtemps, il fait des choses. Parfois nous on est un peu comme ça, on n'est pas forcément non plus irréprochable sur l'état de droit, et on exige de ces pays parfois des choses qui disent mais chez vous c'est vraiment comme ça que ça se passe, la presse c'est une pluralité, l'indépendance absolument irréprochable. Donc on arrive dans une situation où on entendra encore plus d'efforts que nous-mêmes nous arrivons à en faire. C'est là aussi une question de rester crédible, parce que si on veut effectivement des démocraties dignes de ce nom qui rendent l'Union européenne, on doit effectivement le rester. Il y a dans les projets de réforme de l'UE peut-être qui pour accompagner l'élargissement, il y a l'idée de réviser l'article 7, c'est-à-dire de rendre, alors je ne sais pas quelle solution on trouvera, mais de rendre plus opérant, puisqu'on a vu avec la Hongrie, évidemment ça fait peur à personne. Il se dit, de toute façon, c'est vrai que c'est là, on dit la bombe atomique au sens où ce serait très humiliant et effectivement un vrai perte de pouvoir pour un pays de ne plus avoir son droit de vote au Conseil de l'Union européenne, qui est là où il peut voter les directives et les règlements. Ça n'a jamais été accompli, on n'a jamais été jusque-là. La procédure peut-être qui a eu plus d'effet et qui a beaucoup énervé Viktor Orban, c'est effectivement qu'on lui suspende, voire qu'on annule des fonds européens. Mais la difficulté du processus, c'est que l'Union européenne, encore une fois, c'est une construction juridique qui repose sur la confiance, notamment. Lorsque le Royaume-Uni a voulu sortir, on n'a pas envoyé les chartes leur disant vous devez rester dans l'Union européenne. Là, c'est pas un empire. Et donc, si un pays me dit, moi, les jugements de la Cour de justice de l'Union européenne, je m'assois dessus, les fonds européens, je les détourne, et si, je dirais, on laisse faire, on a des sanctions financières, on a des cours de justice qui va essayer de faire des blagues et tout ce qu'on veut, mais on n'a pas de moyens. Parce que, effectivement, c'est propre de l'Union européenne, c'est ce qui fait à la fois sa beauté, sa fragilité, mais son caractère démocratique, c'est que voilà, c'est pas Moscou qui tout d'un coup envoie ses chartes pour dire maintenant c'est fini. Nous, alors, il faut trouver le moyen démocratique de rendre le pays, remettre le pays sur les rails, sans effectivement se faire accuser d'insurance. Après, il faut savoir où s'arrêter sur l'état de droit, au sens où il y a la subsidiarité, qui est un principe fondamental dans le partage des compétences, et l'état de droit, ça veut dire de sa séparation des pouvoirs, une justice indépendante, une presse indépendante, des universités indépendantes, ça veut dire une justice indépendante, des polices qui respectent les minorités, il y a plein de choses. Après, il y a d'autres sujets qui sont, on va dire, et ça ne regarde pas l'Union européenne. Donc, en quelque sorte, vous dites état de droit, mais en fait, c'est pas. Donc, il faut arriver aussi, et c'est tout la finesse des jugements de la Cour de justice de l'Union européenne d'arriver, de dire jusqu'où on peut mettre notre nez dans les affaires du pays, à quel point il respecte l'état de droit par rapport aux traités européens, et c'est ça qui est faisable. Après, il y a d'autres politiques qui peuvent qu'on peut trouver questionnables dans le pays, qui ne seraient pas forcément nous, la manière dont on ferait cela ou ceci, mais je dirais ça reste des compétences nationales, et c'est toute la difficulté de trouver le bon curseur là aussi. Oui, je voulais poser deux
questions, ça tourne autour de l'extrême droite, on a entendu de sa montée dans toute l'Europe. La première, c'est d'abord faire un bilan. C'est rare qu'on entende ce bilan. Par exemple, lorsqu'on regarde ce que deviennent les économies des pays qui ont adhéré donc, il y a 20 ans, on s'aperçoit que la Pologne est en train de doubler la France, ou en tout cas de la rattraper. La République tchèque l'a rattrapée. Et c'est en gros le mouvement qui a lieu dans tous les anciens pays de l'Est, qui étaient des pays pauvres quand même, hein, quand ils étaient des pays de l'Est. Il suffit de les avoir visités à l'époque, on peut difficilement oublier ça. Donc ça, on pourrait faire ce bilan-là a fortiori pour l'Espagne et le Portugal, qui ont très bien profité de leur travail. Ils ont tout acquis par leur organisation, par leur propre mérite, hein, mais dans un cadre qui leur a permis de réaliser le potentiel qu'ils avaient et qui est un cadre adapté. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup dans le discours politique, qu'il soit de droite ou de gauche, ou d'extrême droite, bien sûr, c'est pas la peine, mais on n'entend pas et c'est un peu dommage parce que je crois que ça peut s'appliquer à tous les pays. Alors, ce qui est désespérant, c'est que on va rencontrer des gens en Bulgarie, par exemple, dont l'immeuble est en train d'être rénové par les fonds européens. Ils sont très contents, mais qui sont pro-russes. Voilà. Et là, il n'y a aucune discussion possible. Poutine, c'est bien meilleur que tout ça. Ou bien la Hongrie d'Orban, pays qui a été, donc, la première révolution de 1849 écrasée par l'armée russe, parce que les Autrichiens ne l'acceptaient pas. Ensuite, 1945, pour ça, ils ne l'avaient pas volé. Hein. Ils ont été conquis de manière très dure. Enfin, il y avait des centaines de milliers de morts de part et d'autre par la Russie. Et puis 1956, bien entendu. Et on est pro-russe. Alors, c'est là qu'on est désarmé, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans la tête des gens. Alors, cette fois-ci, pour se mettre dans leur tête à eux et la tête vraiment des gens, ça va alors la Pologne, hein, ce sera un excellent exemple aussi, mais la Pologne, de tous les anciens pays de l'Est, ce sont des pays qui ne veulent pas d'immigration musulmane. Ils n'en veulent pas, les peuples n'en veulent pas en tout cas, sauf exception, mais pour eux c'est exclu. Et lorsqu'ils font des voyages dans nos pays, et qu'ils voient le paysage urbain, etc., ils n'en veulent pas. J'ai même entendu des réflexions du genre Hitler doit se retourner dans sa tombe. Dit en France, encore des gens parfaitement sympathiques et raisonnables, mais bon, c'est leur façon de sentir les choses. Alors, est-ce que la politique européenne qui consiste à forcer ces pays à ouvrir leurs frontières de manière égale sur tout le territoire de l'Union européenne, est-ce que cette politique-là n'est pas contre-productive? Je n'ai pas la réponse, hein, c'est une question que je me pose. Moi, je vais vous répondre. Voilà. Sur l'ouverture des frontières, et c'est vrai que lors de la crise des réfugiés de 2015, sur l'accueil des migrants, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la Pologne, mais bon, disons, la Hongrie, c'est vrai, c'est une société homogène et ils le revendiquent beaucoup. En revanche, il est... Enfin, ils vont plus dire tout ce qu'ils vont... Oui, mais puisque vous parliez d'immigration et notamment de musulmans, personne n'a envie de rester en Hongrie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'eux, de toute façon, ils ont refusé les plans de relocalisation, mais en fait, c'est encore une fois du narratif d'extrême droite, mais lorsque, pour des questions économiques, là je ne parle pas de demande d'asile, etc., mais pour des raisons économiques, des migrants viennent, ils ont envie d'aller en Allemagne, en Italie et en France. Comme la jeunesse hongroise. Oui. Et puis, en revanche, sur le premier point, enfin, juste pour ce que je veux dire justement, c'est que je pense quand même qu'ils en parlent de leur prospérité économique. En tout cas, quand on travaille beaucoup sur l'élargissement, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que, par exemple, les États des Balkans occidentaux qui sont donc au milieu de l'Europe, en quelque sorte, de l'Union européenne, si on peut le dire comme ça, ils disent nous, ça va pas très bien notre économie, alors que si vous nous aviez pris avant, on serait comme les autres, ils ont tellement bénéficié de fonds et ils vont très bien. Donc voilà, mais là on est toujours sur une logique de prospérité qui a quand même un peu changé parce qu'on est tous aussi en déficit budgétaire. Je dis un truc hyper important sur le prochain budget européen,
qu'il faut qu'on ait tous en tête, c'est que, en fait, si on ne se met pas d'accord, soit sur des nouvelles ressources propres, soit sur des eurobonds, bien, ça va être très problématique dans la mesure où il va être grandement affecté par le remboursement de notre Next Generation EU, c'est-à-dire notre plan post-Covid, notre emprunt. Donc il va être affecté par cela. Donc si on n'arrive pas à le rendre plus important, et il y a beaucoup de fougueux, hein, donc je ne suis pas sûre qu'on y arrive, ça va poser un problème en général pour le fonctionnement de l'Union européenne et aussi dans le contexte de l'élargissement. Surtout que le Rassemblement national dit qu'il faut baisser la contribution française au budget européen. Voilà, alors s'ils sont pas. D'ailleurs, tout le monde a très peur. Il a dit au Parlement européen. Oui, une fois qu'il y était, parce qu'il n'y est pas souvent. Non, je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur le succès économique effectivement des pays qui sont rentrés. Parce que c'est quelque chose, vous avez raison de souligner, c'est quelque chose que peut-être nous on ne se rend pas compte, mais pour les pays qui sont rentrés dans l'Union européenne récemment, ces dernières années, il y a vraiment un avant, un après. Nous, en tant que pays fondateur, on n'a pas forcément mémoire de ce que l'Europe a apporté directement, puisque la mémoire de ne pas être État membre, elle n'est pas là. Alors que dans les pays, si vous avez justement, vous avez cité Portugal, l'Espagne, l'Irlande et la Pologne, qui sont beaucoup plus europhiles que les Français. Dans tous les sondages, ça va être aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il y a un avant, un après. Et aujourd'hui, l'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est quand on regarde comment était la Pologne et l'Ukraine en 90. Donc, vous avez un PIB par habitant qui était quasiment le même. Alors qu'aujourd'hui, c'est ça, le PIB par habitant polonais, effectivement, est en train de rattraper celui des Britanniques qui va être de la France, et tant mieux, c'est une fait de convergence. Et ça, c'est effectivement, alors que celui de l'Ukraine, qui n'est pas rentré dans l'Union européenne, j'ai plus exactement les chiffres de grandeur en tête, mais c'est très loin, alors qu'il partait du même niveau. Donc ça montre effectivement l'effet, l'apport que donne l'entrée dans l'Union européenne, et ça montre à quel point l'élargissement, c'est quelque chose qu'on vous n'entendra jamais beaucoup d'hommes politiques français le dire, mais c'est un succès là-dessus. Et ça, souvent, c'est ce qui permet d'ailleurs de retenir aussi en partie la population qui, si le processus d'entrée n'est pas crédible, part. Aujourd'hui, le drame des Balkans, c'est que les jeunes qui fuient le pays, puisque en Albanie, il y a 2 millions d'Albanais qui font la diaspora albanaise, beaucoup sont en Italie, en Allemagne, ailleurs, mais au point que le pays a passé une loi récemment pour que les étudiants qui font médecine en Albanie restent en Albanie et ne partent pas, où on a nous-mêmes besoin de médecins et ailleurs, parce que effectivement, ces pays essaient de garder leur jeunesse. Alors après, sur des questions citées migratoires, c'est très complexe et ça serait peut-être l'objet d'une autre soirée débat, mais on a juste cité, c'est pas du tout pour défendre leur position, mais pour mieux la comprendre, ce que disait Mme Krastef sur l'insécurité culturelle. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une population très homogène, et la Pologne aussi, il parle même d'angoisse de la disparition. C'est des pays, il pourrait aller aussi, par exemple en Lituanie, c'est des pays qui ont quelque sorte une peur de disparaître. Parce que, avec le vieillissement et avec une population qui n'a jamais été habituée forcément aux étrangers, en dehors des voisins, oui, mais je parle d'étrangers non européens, eh bien, oui, il y a une certaine de peur, de perdre son identité, qui doit être entendue, prise au sérieux et adressée. Il ne s'agit pas de la balayer dans la demain en disant que vous n'êtes pas gentil, vous n'êtes pas étranger. Donc il faut peut-être arriver à comprendre comment dépasser cette peur dans le contexte culturel de ces pays. Je rappelle que le Brexit, finalement, était une campagne anti-immigrés. C'était contre les Polonais, c'était contre... il y a plus d'immigrés maintenant. Surtout contre les Polonais. Surtout contre les Polonais. Mais effectivement, le résultat, c'est que ça fait baisser le nombre de citoyens de l'UE qui sont partis polonais du Royaume-Uni et une importante migration non européenne. Voilà. Question. Oui, j'en aurais deux, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez parlé d'élargissement parallèle au niveau des candidatures. Je me demandais, est-ce que ça veut dire, parce que je n'ai pas très bien saisi le propos, est-ce que ça veut dire que c'est multisitué au niveau de la candidature? Est-ce qu'il y a une évaluation qui est différente sur le pays pour évaluer les critères et les nécessités auxquels il doit remplir?
Et je me demandais aussi, comme monsieur a parlé d'affinité entre les pays, est-ce qu'il y a aussi une notion, parce que la structure de l'Union européenne cherche à de l'unité, et vous dites vous-même, entre les politiques, il y a des affinités. Donc, est-ce que dans cette affinité, est-ce qu'il y a des personnes qui ont profité de la structure, de la candidature, pour avoir des avantages et ces différentes choses-là, est-ce que c'est connu ou pas? D'accord. Alors peut-être que je me suis mal exprimée. Quand je parlais de processus parallèle, c'est juste que, en fait, c'est du cas par cas. C'est pas du à la carte, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est-à-dire que, en fait, les pays qui avancent le plus sont à des degrés. Bon, je prends l'exemple voilà, du Monténégro. Le Monténégro, c'est un pays qui a ouvert tous ses chapitres, les 33. Aujourd'hui, je crois que, si je ne me trompe pas, il en a fermé 13. 14. C'est pour ça que je dis encore plus. Donc, en gros, c'est vrai qu'il y a une attention particulière au regard de ses avancées, en fait. Et en plus, il y a des pays qui n'avancent pas du tout. Enfin, là, je parlais de la Bosnie-Herzégovine, évidemment du Kosovo. Enfin, donc, c'est-à-dire qu'avant, on avait une logique de vague. Et à la limite, et c'est pour ça que certains pays s'en sont plaints, etc., ceux qui avançaient moins vite, ils devaient attendre les cancres, entre guillemets, ou les retardataires. Non, mais puisqu'on était en train de parler de professeurs, alors je fais exprès, voilà. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas le cas, d'autant plus que les pays candidats eux-mêmes, alors aussi dans une logique complètement différente de 2004, qui est cette logique de l'hypercommunication, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors peut-être pas, enfin, mais moi je trouve qu'on parle tout le temps d'élargissement et c'est tout le temps sur Twitter. Enfin, là par exemple, on fait un truc hyper compliqué, que vraiment je ne vois pas comment les gens peuvent comprendre ce que c'est. On lance un, comment on appelle ça, Sébastien, le traité, le pacte ad hoc, le pacte ad hoc d'adhésion du Monténégro. C'est un truc, mais ultra complexe, qui rassemble les 27 États membres, où ils vont parler des têtes juridiques et tout le monde sur Twitter, tout le monde, les gens me suivent, on va dire, je suis un peu biaisée je pense, mais commencent à dire oui, alors ça y est, la phase finale, ce qui est complètement faux, puisque de toute façon ils vont fermer que 14 chapitres, et en fait tout le monde s'excite sur des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus au cas par cas. Par exemple, si je prends l'exemple avant qu'à 2022, et donc avant qu'il y ait des nouveaux pays candidats, les États des Balkans occidentaux, c'était hyper pratique pour un autocrate comme Vučić, il disait de toute façon, ça sera en gros comme en 2004, on va nous prendre tous ensemble, nous les 6. D'ailleurs, on n'est pas beaucoup, on n'est même pas 16 millions, on est 12 millions. Et puis moi, je suis le vaisseau amiral parce que je suis la Serbie, donc de toute façon, je ne peux que être dedans et tout. Remarquez qu'aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Aujourd'hui, ça fait 18 mois que les étudiants sont manifestent en Serbie. Et aujourd'hui, à part un peu la France évidemment, mais sinon plus personne ne parle de la possibilité au regard de l'état de droit de la Serbie d'accéder rapidement, et donc ça se fera en dissociation. C'est ça que je disais. Voilà, là-dessus. Et pour vos réponses aux affinités politiques, je ne voudrais pas aussi être mal compris, il n'y a pas eu de passe-droit ou d'avantage. En revanche, je voulais souligner qu'à un moment, lorsque la candidature est assez mûre, ça se joue quand même sur les affinités politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche, qu'il peut y avoir entre dirigeants à un moment donné. Par exemple, lorsque Georges Pompidou était président de la République, il était proche du Premier ministre britannique de l'époque, Edward Heath. Il n'y aurait pas eu cette amitié franco-britannique à l'époque qui a facilité tout le fait qu'il puisse convaincre les gaullistes de dire oui au Royaume-Uni, parce que Pompidou et Edward Heath étaient, comme après pouvait être Giscard ou Schmitt, il y avait une vraie affinité entre eux. Et pareil, effectivement, entre Felipe González, Mauro Suárez, de la politique de gauche, bien sûr ibérique avec Mitterrand, que Giscard, avec lequel les affinités étaient moins naturelles. Et donc, mais c'est plutôt, je dirais, dans la phase plus finale que ça peut vraiment être ce qui fait que on arrive à la ratification. Puisque, Clotilde le soulignait à propos de Monténégro, c'est vrai que le traité d'adhésion dont on parlait, il va commencer à être rédigé lentement là, dans le cas de Monténégro, Monténégro, il vise à être le 28e État membre en 2028. C'est leur slogan, être le 28e en 2028. C'est vrai que ça sonne bien. Ça va vite. Mais pour rentrer, il faut que le traité d'adhésion soit ratifié par l'ensemble des 27. Ça veut dire, pour être très clair, monsieur, que l'Assemblée nationale vote une loi autorisant la ratification de ce traité d'adhésion. Et ça,
c'est pas une mince affaire, puisque il faut, effectivement, ça prend quelques années aussi, et il peut avoir un excellent parcours, et notamment la grande crainte de tous ces pays aujourd'hui, c'est que la France bloque cela, puisque depuis une réforme faite par Sarkozy en 2005 et 2008, enfin Chirac et Sarkozy, 2005-2008 de la Constitution, il faut aujourd'hui qu'il y ait soit un référendum en France, donc est-ce qu'on veut un référendum pour l'adhésion du Monténégro, ou est-ce que ça va passer ou pas, je vous laisse y réfléchir. Et si on fait un référendum, il faut en tout cas avoir une majorité des 3/5 dans les deux chambres qui décident de réunir le Congrès pour que lui-même à 3/5 ratifie. Donc ça fait beaucoup. Alors, lorsqu'on regarde les ratifications des traités d'adhésion passés, la Croatie ou les pays de l'Europe centrale-orientale, c'était quasiment voté à l'Assemblée nationale à l'unanimité, quasiment. Mais c'était une proposition de l'Assemblée nationale qui n'était peut-être pas exactement comme cette tendance du terrain. Donc, effectivement, lorsque j'étais à Tirana, et que vous êtes français, on dit mais est-ce que vous allez nous refuser? Enfin, c'est vraiment la crainte, c'est que la France soit, alors qu'on a fait tous ces efforts, on est tout près, tout le monde est là, et à la fin, eh bien, on dit non. Et donc, c'est tout un jeu pour essayer de convaincre. Vous avez bientôt une visite du Premier ministre Monténégrin à Paris pour essayer de rencontrer les parlementaires et déjà commencer à leur dire, vous savez, on va les regarder comme on est sympathique et vous avez bien voté pour nous. Parce qu'il faut arriver, en fait, pour être admis, il faut que l'ensemble des pays vous acceptent. Et là, même s'il y a des affinités politiques, à la fin, je pense que c'est aux Pays-Bas, il faut arriver à ce que l'ensemble des 27 vous accepte. Et ça, c'est pas une mince affaire. C'est pour ça que l'élargissement, c'est important d'en parler en amont. Et que, parce que, je finirai peut-être tout ça dessus, c'est que le défaut de l'absence de débat sur ces questions-là qu'on parle, c'est que vous allez voir, là on en parle effectivement à quelques-uns, le jour où le Monténégro ou l'Albanie sont vraiment au 20h de TF1 et qu'on va rentrer, là ça va être hystérique. Et donc on va avoir des agriculteurs dans la rue qui vont dire on ne veut pas d'Ukraine, tout ça. Donc on passe de zéro débat à tout d'un coup l'hystérie. Donc on peut peut-être faire des choses de manière plus graduelle. Voilà. Je veux juste ajouter un point sur sa question, pour pas que... c'est qu'il y a ces affinités personnelles dont parlait entre leaders, je veux dire, dont parle très bien Sébastien. Il y a vraiment, je le dis, moi j'appelle ça, je ne l'ai pas écrit dans un article, mais j'avais envie d'écrire, mais je n'ai pas eu la place, mais il y a une personnalisation du processus d'élargissement, c'est-à-dire qu'il y a pour des raisons historiques des pays qui sont en faveur de certains pays, donc ça restera d'ailleurs avec des moyens pour la Hongrie, la Hongrie, l'Italie ou l'Autriche évidemment sont en faveur des Balkans occidentaux. Et moi il y a un truc que je racontais toujours à mes étudiants et que je trouve extrêmement intéressant, c'est que dans l'agilité de l'Union européenne, il y a beaucoup de groupes informels de lobby un peu en quelque sorte d'États membres. Et qui a fondé par exemple le groupe des... on le lit comme ça, c'est très visible. Le groupe des amis des Balkans occidentaux, c'est l'Autriche. Maintenant, j'ai oublié combien ils sont, mais ils sont au moins, maintenant, ils sont même au moins 15, dedans. Bref, et ils font tout un... Ils sont en faveur de ces pays-là. Et pour des raisons qui se comprennent très bien, historiques, etc. Et nous, par exemple, nous, la France, alors là, c'est plus sur des questions interpersonnelles, mais on soutient beaucoup la Moldavie, parce que Emmanuel Macron s'entend très bien avec Maya Sandu. Mais évidemment, la Roumanie soutient la Moldavie. Mais ça, c'est historique. Donc il y a les deux, d'accord? Il y a l'interpersonnel et l'histoire. Bon, une dernière question, c'est l'intégration graduelle, c'est quoi? Alors, c'est important peut-être de finir là-dessus. Voilà, c'est peut-être le nouveau mot à la mode à Bruxelles quand on parle d'élargissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élargissement tel que je l'ai décrit traditionnellement, les 33 chapitres, tout le processus, ça s'appelle la procédure sur le mérite. Et ça peut ce rapport maître-élève où on regarde si vous êtes assez méritant pour mériter de devenir État membre de l'Union européenne. Et avec la guerre en Ukraine, avec la menace russe, avec effectivement les incertitudes de solidarité transatlantique, on dit aujourd'hui qu'il faut faire l'élargissement, certes au mérite, mais il y a un impératif géopolitique qui fait qu'il ne faut pas traîner, puisque si on laisse l'Ukraine, on lui dit oui, vous rentrerez peut-être un jour et dans 10 ans on en parle, Poutine ne va pas rester par croisé à regarder ce qui se passe. Et donc, si on suit une logique d'impératif géopolitique, il ne faudrait pas se cliquer en tout de suite, parce qu'il faut vraiment sécuriser
l'espace européen et les arrimer complètement à l'Union européenne. Et si on est sur le mérite, effectivement, ça va être très long. Donc comment est-ce qu'on concilie deux logiques temporelles contradictoires? Eh bien, l'intégration graduelle, c'est l'idée de plutôt que de passer de statut de pays candidat à État membre, d'intérêt de 0 à 1, c'est peut-être d'aller étape par étape. Clotilde évoquait le roaming, les frais d'itinérance gratuits, les visas qui sont déjà permis pour ces pays qui peuvent revenir sans visa, Erasmus dans lequel ils sont déjà. Il y a plusieurs, on donne déjà en quelque sorte un peu la couleur des choses qui peuvent être tangibles pour montrer que, on n'est pas en train de blaguer, que oui, vous allez tenir la vente. D'ailleurs, la preuve vous donne déjà quelque chose à voir. Après, peut-être que ça faudrait prendre une autre dimension institutionnelle et devenir. Beaucoup réfléchi à ce Delors sur comment est-ce qu'on peut créer même peut-être un statut d'État associé aux membres qui soit pour vraiment signifier sur un plan plus même symbolique que le pays est, on va dire, déjà fiancé à l'Union européenne, même si on n'est pas encore marié. Et donc ça, c'est effectivement, c'est ça, c'est la relation graduelle. C'est step by step, c'est de montrer que à la fois pour le pays, parce qu'on peut toujours revenir en arrière pour le coup, une fois qu'il est État membre, effectivement c'est difficile pour une question d'exclure, mais l'adaptation graduelle, ça permet de crédibiliser le processus, mais ça permettrait aussi à nos opinions en tant que États membres de mieux se préparer. L'Ukraine, on ne va pas rentrer demain, elle ne va pas rentrer dans des places de M. Zelensky en 2027, et même en 2028, et donc, mais peut-être qu'ils peuvent déjà avoir un siège sans droit de vote et avoir quelques observateurs au Parlement européen pour déjà, je dirais, créer des affinités institutionnelles pour que ces pays ne passent pas de tout à rien, tout de rien à tout. Bien, merci beaucoup.